Madame, Monsieur, bonsoir. Bonjour ou bonsoir. Je suis Thomas Dakatabi Konvavok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction, ouvrage de traductologie publié aux éditions Jet d'encre en mai 2025 en France. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous entretenir sur un volet essentiel de ma philosophie de la traduction, qui est le fait que j'insiste sur la nécessité de traduire le vouloir dire et non ce qui est dit. Alors pourquoi j'insiste sur le vouloir dire? J'insiste sur le vouloir dire pour comprendre un peu ma théorie de la traduction. Il faut rentrer dans l'énonciation parce que l'énonciation, c'est une initiative du sujet parlant de communiquer sa vision au monde. Et communiquer sa vision sous-entend que, au préalable, on a des idées qu'on veut véhiculer. Sinon, si on n'a pas de thématique, si on n'a pas de la matière à communiquer, la communication n'a pas lieu. C'est parce qu'on a quelque chose à communiquer au monde qu'on prend l'initiative de, de produire un discours, de produire un texte. Alors, il se trouve que dans la philosophie de l'énonciation, si l'on s'appuie sur les travaux d'Émile Benveniste, Émile Benveniste parle de l'énonciation comme euh, une activité au cours de laquelle le sujet parlant, euh, le sujet parlant marque sa présence dans le discours à travers un certain nombre de paramètres comme les déictiques et les modalités et les modalisateurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit au départ, pour qu'il y ait énonciation, il faut qu'on ait d'abord quelque chose de nouveau communiqué ou alors à transmettre. Et c'est ça le message. Donc le message, c'est l'ensemble des idées qu'on a au préalable et qu'on décide de matérialiser dans le cadre de l'énonciation. C'est pourquoi dans ma théorie, dans ma philosophie de l'énonciation, je définis l'énonciation comme la matérialisation ou la manifestation de la pensée parce que la pensée précède tout ce que nous faisons. Et il faut comprendre que la pensée, elle est contextuelle, c'est-à-dire que elle s'inscrit dans un environnement précis, elle naît d'un certain nombre de circonstances. La pensée, elle est contextuelle. Elle est contextuelle et c'est elle qui définit, c'est elle qui se manifeste dans l'énonciation. Et il y a donc un souci, c'est que qu'on soit natif, qu'on soit locuteur d'une langue seconde, il n'est pas toujours évident de s'exprimer avec aisance. Boileau, dans sa maxime, parle de ce qui se conçoit aisément, ce qui se conçoit euh, bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais ce n'est pas toujours le cas dans le cas de l'énonciation. Il y a cette inapplicabilité de la maxime de Boileau, ce qui fait que l'énonciateur peut être, disons plutôt que l'énonciation, elle est lacunaire. Elle est lacunaire parce que on peut avoir des idées qu'on ne parvient pas à exprimer clairement ou alors, et c'est généralement pourquoi on entend des gens dire les mots me manquent. Ça veut dire, vous avez une idée, c'est-à-dire quelque chose en interne, vous voulez matérialiser cela par les mots, mais vous ne trouvez pas le mot juste, soit parce que vous n'avez pas une compétence linguistique qui vous donne accès à un gisement de vocabulaire
intéressant dans la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer, soit parce que à cause des circonstances environnantes, peut-être des problèmes psychologiques, peut-être la détresse, peut-être la tristesse, les mots vous manquent. Alors, pourquoi est-ce que dans ma théorie de la traduction, il faut traduire le vouloir dire? C'est parce qu'effectivement, il y a cette vérité-là que l'énonciation est lacunaire. On peut avoir des idées, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas tous les moyens pour exprimer ces idées-là. Voilà pourquoi vous allez retrouver des formulations erronées, des formulations inappropriées, c'est-à-dire que l'énonciateur a utilisé un terme qui ne correspond pas à ce qu'il veut dire. Et voilà pourquoi la traduction ne se limite pas aux mots. Parce que excusez-moi du terme, je me définis comme un théoricien de la traduction non littérale. Je ne combats pas la traduction non littérale, je ne combats pas la traduction littérale, mais je suis un théoricien qui cherche à améliorer, qui s'appuie sur la traduction littérale pour proposer une sorte de traduction qui est en fait une traduction idiomatique. Alors, c'est le vouloir dire qu'on traduit parce que si l'on s'appuie sur ce qui est dit et que cela est entaché d'erreurs, on va traduire ces erreurs. Voilà pourquoi le traducteur doit s'assurer qu'il a compris. Il doit tout faire pour s'appuyer sur ce qui est dit et améliorer cela. Il y a des situations où l'énonciateur réussit à s'exprimer clairement et le message est clair. Le message est clair. Tout comme il y a des situations où il n'a pas pu s'exprimer clairement. C'est-à-dire, il voulait dire quelque chose, mais il n'a pas trouvé la bonne formulation, les moyens appropriés pour mieux dire cela. Alors, le traducteur étant un technologue, c'est-à-dire un technicien langagier, est celui-là qui devait être capable de comprendre que ici, l'énonciateur a réussi sa mission, il a bien formulé ses idées, ou alors il y a des lacunes qu'il faut corriger. Et pour corriger ces lacunes, il faut s'appuyer sur ce que l'énonciateur a dit et se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par ceci? Cela nous amène un peu dans la pragmatique et dans l'étude des paramètres extra-linguistiques qui rentrent dans l'énonciation. Mais cela est important parce que si on se limite à la structure qui est devant nous, alors on peut faire fausse route parce que si cette structure est défaillante, et généralement la structure est défaillante, parce que quand vous avez, par exemple en anglais, il y a des défaillances structurelles, euh, Random Kwok et Sidney Greenbaum en ont parlé dans University Grammar of English, des défaillances structurelles, notamment avec les types de subordonnés, ce qu'ils appellent finite clause, il y a les verbless clause qui entraînent des différences sémantiques, des différences structurelles parce que dans une phrase comme we met you when leaving the room, we met you when leaving the room, la question est de savoir qui quittait la salle. Est-ce que la phrase veut dire we met you when we were leaving the room ou alors we met you when you were leaving the room? Il y a des différences structurelles et ça fait que l'autorité devrait prendre conscience de toutes ces défaillances, les améliorer et décider par rapport au sens. C'est pourquoi nous disons que il faut traduire le vouloir dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que dans l'énonciation ou alors dans l'idéation, c'est-à-dire la création des idées, les idées viennent avant le langage. Si vous lisez les travaux de Gustave Guillaume sur la psychomécanique ou la psychosystématique, c'est que la pensée gouverne, c'est-à-dire la pensée est le point de départ.
Et puis, cette pensée-là, elle est matérialisée par le langage. Le langage ne sert qu'à traduire la pensée. Voilà pourquoi il faut comprendre que dans l'énonciation, lorsqu'on traduit, il faut rentrer dans l'énonciation pour comprendre que on traduit non pas le matériau qui est devant nous, mais la substance de ce matériau, c'est-à-dire la pensée qui circule dans le texte. La substance du contenu, selon la terminologie de l'école de Copenhague de Louis Hemslev, la substance du contenu, c'est-à-dire ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire par là. Et ce qu'on veut dire, ça peut être parce qu'on a pris compte de l'implicite, ou alors ça peut être ce qu'on veut dire peut renvoyer à l'idiomaticité, c'est-à-dire la bonne manière de dire cela, parce que on peut dire quelque chose de manière lacunaire et il faut corriger ces lacunes en, en améliorant, c'est-à-dire il faut corriger en proposant ce qui est idiomatique. Voilà pourquoi lorsque je parle de traduire l'intention communicationnelle, je suis en train de démontrer qu'il faut soit améliorer, parce qu'il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit le message est mal formulé et on s'appuie sur ce message mal formulé pour donner un message qui est bien formulé. Soit alors le message est formulé de manière littérale ou alors de manière médiocre et on le formule de manière idiomatique. C'est-à-dire, on pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par ceci? C'est une mesure qui nous permet d'éviter de tomber dans des pièges parce que si on se limite à la structure, on pourra se retrouver en train de traduire des tournures idiomatiques et là, on va faire des erreurs graves. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la structure n'est pas autonome parce que la structure, c'est juste un moyen de transmission de la pensée. Et dans la traduction, c'est la pensée qu'on traduit. Surtout que c'est deux langues, c'est un transfert interlinguistique. Donc, le plus essentiel, c'est de récolter la pensée et de la formuler selon la langue cible. On ne devrait pas traduire la structure de la langue source. La langue source nous sert juste pour recueillir ce qu'on veut dire et on va utiliser cela dans la langue cible. Voilà pourquoi il faut traduire le vouloir dire, c'est-à-dire l'intention communicationnelle. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la traduction du vouloir dire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter en, en vérifiant sur la section description. Vous allez voir tous mes contacts sont là. Et l'ouvrage de la sémantique à la traduction est disponible sur Amazon et sur le site internet de l'éditeur. Voilà, si vous en avez besoin, vous n'avez qu'à vous rapprocher d'Amazon ou me contacter et vous aurez votre ouvrage. J'espère que cette vidéo a été enrichissante et que vous la trouverez intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos que nous faisons dans le cadre dans le cadre de la thématique que nous développons dans cet ouvrage. Merci et à très bientôt.